et elle n'est même pas aussi du point de vue du bon sens. Là, du bon sens, c'est-à-dire que logiquement, une personne qui réfléchit dit ben non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette histoire-là? Pourquoi elle n'est pas du point de vue du droit? En fait, on a toujours appris que pour créer quelque chose, il fallait être en capacité. Ça, ce sont les cours de première année de droit. Oui, c'est ça. Il fallait être en capacité, c'est-à-dire que tu as toutes ta faculté, tu peux faire, tu peux décider, et que par conséquent, tu assumes tes responsabilités. Il se trouve que dans le cas de la Cour pénale internationale, on a affaire à des États qui, eux, ont commis les crimes qu'on ne peut même pas imaginer. Et ces États sont assis sur ces crimes et veulent juger certains États sur le principe du droit international. Je prends un exemple. Vous avez un pays comme les États-Unis d'Amérique. Un pays qui a été complètement vidé de sa population. Toute la population qui était là a été complètement massacrée et génocidée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de procès ni international ni interne. Vous avez des pays comme l'Australie qui ont été vidés de leur population. On n'entend même pas parler de la Cour pénale internationale. Vous avez des pays africains, aujourd'hui, pendant que je parle, ces pays-là, notamment les Chagos, ont été vidés de leur population. Et même l'ONU, dans le droit international, reconnaît que ces populations chagossiennes ont droit à une terre. Mais ils sont toujours à La Réunion. Ils sont toujours au Madagascar. Alors que l'ONU a reconnu qu'ils doivent rentrer chez eux. Donc comment aujourd'hui, donc le bon sens, on peut faire confiance à une cour pour dire le droit, alors qu'elle n'est pas assise sur du droit, elle est assise sur de la force. Mais qu'est-ce qui lui donne cette force? Cette force, il faut aller la chercher très loin. Il faut aller la chercher en 1885. Et en 1885, on a ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Et dans cette charte, ils se sont réunis d'abord aux États-Unis. En se donnant, merci beaucoup, en se donnant des territoires, ils se sont garantis. Ils se sont garantis. C'est-à-dire, ils se sont dit, mais nous, en tant que vainqueurs, on ne sera jamais poursuivi. Et pour ne pas qu'on soit poursuivi, il faut qu'on sorte des lois et des chartes qui nous protègent. Donc, voilà par exemple ce que dit l'article 22 de la charte de l'impérialisme. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, on en est là. Donc, elle dit quoi? Article 22 de la charte de 1885. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Vous voyez? Donc les choses sont claires. Donc on comprend pourquoi tout acteur, tout chef d'État qui veut défendre son pays, ce qui est légitime, quand vous êtes élu, vous êtes là pour défendre vos pays. On dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas défendre ton pays, tu dois défendre nos intérêts. Ils vont plus loin. Vous avez l'article 27 qui dit, donc qui rejoint ce que dirait Marie-Paul tout à l'heure, qui dit les lois, les résolutions, les cours, les tribunaux des Nations Unies, donc la CPI étant une émanation des Nations Unies, sont nos instruments contre les dirigeants et les leaders des pays du tiers-monde. Vous comprenez, les choses sont claires. Donc quand vous vous retrouvez devant la Cour pénale internationale, vous savez pertinemment qu'on n'est pas devant une cour de droit. Puisque on dit que mais cette cour, elle n'est pas là pour dire le droit. Elle est simple, elle est un instrument. Donc nous nous servons quand nous voulons. Donc on comprend mieux pourquoi le droit ne peut pas sortir de là. Puisqu'on n'est plus dans le droit. Et tout à l'heure, je parlais de la capacité.
Capacité, ça veut dire que si tu peux décider, tu peux aussi financer. Il se trouve que les pays africains ne financent pratiquement pas la Cour pénale internationale. Mais s'ils ne financent pas la Cour pénale internationale, pourquoi voulez-vous que cette Cour se charge de juger leurs affaires? Il y a aussi une question financière. Il faut être logique. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je reviens, et on va aller encore plus loin. Toujours la charte de l'impérialisme, article 28, qui dit, dans ce qui revient à l'impunité des Américains, des Français, des Allemands aussi, article 28, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et les tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Les choses sont claires. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que la Cour pénale internationale nous dise le droit. C'est pas possible. Mais à quelque chose, on va dire, les faits d'aujourd'hui et les rapports de force ont imposé le droit au niveau de la Cour pénale internationale. Les avocats du président Gbagbo et de Blé Goudé se sont attelés à entrer dans le dossier. C'est-à-dire qu'ils ont fait fi de la charte de l'impérialisme et tout. Ils se sont dit une chose. On a aujourd'hui les médias. Donc, ils sont suivis partout. Ils sont regardés partout. Dans le temps, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas Internet. On ne pouvait pas être en direct. Donc, on peut faire notre petit manège entre nous. Et la charte de l'impérialisme, qui la connaît? Quelques personnes comme ça, des chercheurs, qui la connaissent, mais qui sait de quoi il s'agit? Donc, on peut faire notre petite manège. Mais là, aujourd'hui, nous avons les caméras. Donc, quand on dit quelque chose, ça répercute de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on peut continuer? Donc, au départ, le procès, en l'occurrence le procès du président Gbagbo et Charles Blé Goudé, était en direct. C'était suivi. Ils se sont rendus compte que non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre ce procès en direct. Parce que là, nous allons montrer vraiment nos lacunes. Et entre Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, on va se dénuder. Donc, c'est pas faisable. Il va falloir faire des huis clos de temps en temps ou différer les transmissions. Mais si vous êtes une justice, si vous êtes dans l'équité, si vous êtes dans le droit, de quoi avez-vous peur? Mettez en direct, puisque ce sont des criminels. Un criminel, bon, doit accepter la justice et la sentence. Hein? Donc pourquoi ils mettent tout ça en direct? Ils mettent pas ça en direct parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient au 19e siècle, ils ne peuvent plus le faire maintenant, même s'ils veulent forcer les choses. Ceci dit, pour ça. Ils le font. Parce que c'est vrai qu'il aurait été bien que tous les étudiants aujourd'hui de cette fac soient remplis ici pour qu'ils comprennent les enjeux réels. Qu'ils comprennent les enjeux réels. Parce qu'il y a ce qu'on apprend sur les tables, les chaises de la faculté, et il y a la réalité. Et cette réalité n'a rien à voir avec le droit qu'on apprend. C'est ça la réalité. Et cette réalité, elle dépasse vraiment, comme le dit souvent mon frère militant dans ses vidéos, mais ça sort de l'entendement. C'est pas possible. On dit que vous êtes libre, donc vous êtes acquitté. Mais on dit non, on va faire il y aura peut-être appel. Mais en logique, pour que vous fassiez appel, il faut que vous ayez la décision de justice dans vos mains. Vous la lisez, vous l'analysez, vous la dites, peut-être que là, je peux faire appel là parce que tel que ça a été énoncé, tel que ça a été écrit, il y a possibilité de faire quelque chose. On n'est pas là. En pleine nuit, comme vient de dire Marie-Paul, ils font appel.
en pleine nuit. Mais vous imaginez? C'est-à-dire que de façon physique, le tribunal est fermé. Ils sont rentrés chez eux. Et on vous dit le lendemain, ils ont fait appel. Et tout le monde accepte ça comme un fait juridique qu'on doit accepter. Et on attend. On attend quoi? Il ne faut rien attendre, puisque c'est du faux. C'est du faux, c'est pas du droit, ça n'a rien à voir, c'est du faux. Où est la requête? À quel moment ils se sont réunis pour faire ça? Donc, c'est dommage que ces étudiants ne sont pas là. On leur a dit, mais écoutez, vous apprenez le droit, c'est bien, mais apprenez aussi ce qu'il y a derrière le droit. Ce qui n'est pas souvent dit, qu'on veut que vous mettiez dans la tête, mais que vous n'appliquez pas. C'est pas possible. Au XXIe siècle, nous sortir ce genre de comédie, c'est un peu qu'on est maintenant vraiment dans la comédie. Mais deux fois la comédie, si ce n'était que comédie, à la limite, on pourrait en rire. Mais là, ce n'est plus comédie. On est dans du drame. Et au-delà du drame, on est dans un système de kidnapping. On est dans un système de kidnapping. Vous avez des gens à quitter qu'on maintient de force dans les pays qui n'ont pas choisi, même qui sont libres. Donc, je dis aux pays africains qui nous suivent ici à travers Internet, mais de ne pas rester dans leur pays assis comme ça et se disent non, bon là c'est la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas concernés. Là c'est le président Gbagbo, ils ont eu des élections, bon ça ne nous concerne pas. Mais c'est complètement faux. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui à la Cour avec cette décision, mais c'est ce qui va se passer demain avec les autres pays. Mais cette fois-ci, sans justice. Vous savez, ça a déjà existé au Nicaragua. Et les Américains sont descendus. Ils ont été prendre Daniel Ortega, l'ont ramené Manu Mitari aux États-Unis, le mettre en prison, sans justice. Mais quelque part, c'est la même chose qu'ils ont fait pour le président Gbagbo. Ils ont pris Manu Mitari, sans procédure juridique. Et après, on essaie de faire la bilan. C'est ce qu'ils oublient. C'est que même s'ils veulent faire les procédures juridiques, il y a quand même des codes. Est-ce qu'on appelle la non-rétroactivité en droit pénal? Oui, mais c'est pas possible. C'est pas faisable. On fait pas comme ça. Donc, ces étudiants, s'ils étaient là aujourd'hui, j'allais leur dire, mais écoutez, entre ce qu'on vous montre et la réalité, c'est deux choses. Donc, le droit, c'est quoi? Le droit, c'est les rapports de force. C'est celui qui a la force qui a le droit. Et c'est ça, c'est la réalité. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Donc en faisant un petit palier sur l'apport des Africains sur les 5 continents, on se rend compte que pendant longtemps, le droit a été humain. Puisque les Africains ont fait la sacralité de l'humain. C'est-à-dire que l'être humain étant important, on ne peut pas lui porter tort. Et si on lui porte tort, il faut faire réparation. Et ça, c'est la charte de Kolonga-Fouga, 1322, Sounata Keïta. Ce sont les droits humains, les premiers droits humains, les premières chartes des droits humains, qui disaient qu'à l'époque, mais même si on a la force avec nous, je gagne la guerre, mais non, c'est un humain. Je le traite en humain, je le juge, et je le rends ses parents. Mais là, on n'est plus dans le cadre humain. C'est-à-dire que ce que l'Afrique a apporté au monde, on le met plus en application. Pourquoi? Parce que l'Afrique a perdu ce qu'on appelle le rapport de force. Il n'est plus dans le rapport de force. Mais on utilise les éléments qu'il a mis en place, on s'en sert, on l'habille sans lui, et on s'en sert contre lui. Et aujourd'hui, si ces jeunes étaient là, j'aurais pu leur dire, mais le droit est né en Afrique. Et aujourd'hui, les symboles du droit, partout dans le monde, vous avez la balance, cette balance de l'équité. Mais c'est la tradition, quand je dis tradition, c'est pas du folklore, c'est, je veux dire, l'école africaine de l'équité. Et cette dame-là qui symbolise la justice, c'est une femme africaine qui symbolise la justice partout dans le monde, on ne le sait pas. C'est la mat. C'est une femme africaine. Tout le monde s'en sert dans les prétoires. On ne sait pas que c'est l'Afrique. Vous savez, quand quelque chose est tellement bien fait,
Même si on ne veut pas l'utiliser et dire ceux qui l'ont fait, mais au final, il y aura toujours des gens qui viendront un jour dire mais non, ça c'est un truc africain. Donc j'invite les étudiants, s'ils ont le temps, même partout d'ailleurs où se trouvent, s'ils sont par exemple à Paris, au musée de Louvre, vous allez au musée de Louvre et vous allez voir la justice telle qu'elle est rendue en Afrique, avec la balance, avec l'équité. Hein? Vous l'avez partout, ça. Et comme on a perdu cette notion de l'humain et qu'on est rentré dans la notion financière, c'est-à-dire que l'humain, on l'a mis à côté, et aujourd'hui, on ne parle que de la force brute. Mais comme je disais, la force aussi, elle a existé en ce qui concerne les Africains. Par exemple, je leur ai dit encore, si ces jeunes étaient là nombreux, je leur ai dit, mais écoutez, vos aïeux, ici en France, en fait, c'est les Africains. Les premiers habitants de la France, c'est les Africains. Hein? C'est pas loin, jusqu'à récemment. Vous avez Catherine de Médicis, une des reines de France. Elle sort de la famille Médicis. Et les Médicis, c'est les Africains. Vous voyez? Mais c'est les choses qu'on ne dit pas. Et donc, si tout ça a été enseigné, mais les gens marcheront peut-être différemment. Parce qu'on ne peut pas de façon perpétuelle marcher sur nos anciens, nos aïeux. Il s'agit de nos aïeux. Mais comme on ne nous a jamais dit que c'était nos aïeux, pour nous, oh, c'est les migrants. C'est les migrants. C'est les gens qui viennent nous prendre ce qu'on a ici, mais ils ne sont pas de chez nous. Mais ils sont de chez nous. Ce sont vos parents. Hein? Pour aller plus loin, l'homme moderne, il parle de l'Afrique moderne. Et c'est-à-dire qu'il part habillé. Il parle vraiment moderne. Et il arrive en Europe moderne. Et il apporte des institutions. La monarchie, pendant longtemps, l'Europe était monarchique. Mais toute cette monarchie, la monarchie, c'est quelque chose d'africain. Et quand vous voyez le symbole de la monarchie, c'est le lion. Nous sommes à Lyon. Hein? Nous sommes à Lyon. Le symbole de toute la monarchie du monde, c'est le lion. Et même quand on passe dans la République, on retourne encore en Afrique. Parce que la République, elle est en Afrique. Et elle revient ici. Vous voyez? Donc si on prête attention à nos anciens, nos aïeux, au final, on pourra peut-être dire le droit, l'équité, et donc la justice. Et comme on a gommé nos aïeux, on s'est dit, ben non, nous, on est nés tout seuls, on n'a pas de lien direct avec l'Afrique, on fait ce qu'on veut, on peut prendre un président élu et dire qu'il n'est pas élu, et prendre le perdant pour dire c'est lui qui a gagné. Et c'est ce qu'on observe partout en Afrique. Toutes les élections, le gagnant est le perdant. C'est particulier. Et tout le monde accepte ça. Alors ce qu'ils ont oublié, c'est que ça ne se passe pas qu'en Afrique. Ça peut remonter ici aussi. Vous voyez, quand il y a eu les élections internes au sein de l'UMP, entre Copé et François Fillon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il faut qu'on récolte, il faut récolter. On a fait un clin d'œil, on a dit, mais tiens, on a eu le problème en Côte d'Ivoire, et il n'a pas fallu récolter. Mais là, vous pensez qu'il faut récolter maintenant? Comme ils ont posé le lien avec leurs aïeux, ils disent, nous, on peut récolter. Mais eux, là-bas, bon, c'est comme l'Afrique. Parce qu'on va leur dire, bon, on va leur imposer, une conférence nationale, voilà, ils vont se réunir entre eux, ils vont nous faire quelque chose, et puis bon, s'ils y arrivent, on verra. Aux États-Unis, il y a le même cas. Ils ont recompté. C'est-à-dire que les gens parlent du principe que l'Afrique n'existe pas. Donc si l'Afrique n'existe pas, eh bien les lois n'existent pas. Donc ce qu'on applique ici, on ne doit pas l'appliquer aussi là-bas pour les Africains. C'est pas là. Non, eux, non, il faut leur appliquer autre chose. Toute cette histoire de coupe pénale internationale. Les Américains disent non. Votre histoire de coupe pénale internationale, si vous voulez, nous on paye, charte de l'impérialisme, pour que vous agissiez en fonction de ce que nous voulons. Mais on ne vous paye pas pour que vous ayez en Afghanistan chercher ce qu'on a fait là-bas.
Hein, Fatou? Mais t'es pas sérieuse là, Fatou. C'est quoi ton histoire? Tu veux plus venir aux États-Unis? Non? Tu veux ton visa pour venir aux États-Unis ou pas? Hein, Fatou? Faut arrêter ça. Bah, déjà, tu viens plus. Hein, aujourd'hui, t'as plus de visa, tu viens plus. Tu continues, on le fait. Juste un petit Oui. truc, hein, je te laisse répondre sur notre cher ami Fatou. Regardez un peu ce que le New York Times dit d'elle lorsqu'elle prend la tête de la CPI. Voilà une dame qui n'est pas très douée en plaidoirie, mais qui a une personnalité affable et des compétences organisationnelles dont nous pourrons nous servir à notre avantage. Tout On à parle fait. du procureur. Tout à fait. Donc, quand cette procureure fait le travail, c'est-à-dire que quand elle se lève, et elle dit, bon, les femmes qui étaient à Bobo, qui ont manifesté à Bobo, là, il y a eu les RPG, on a tué sur les femmes, on a tiré sur les femmes et tout ça, c'est bon, ça passe. À partir du moment où ça arrange tout le monde, on ferme les yeux. Quand on prend les images du Kenya, qu'on les placarde à la Cour pénale internationale, bon, ils font le bon boulot, c'est bon, on ferme les yeux, c'est pas grave, ça c'est non. Mais quand elle dit, bon, c'est vrai, mes parents, quand je rentre en Afrique, me disent, mais Fatou, quand même, tu regardes que des choses, mais l'autre côté aussi, c'est comment? Donc elle dit, bon, elle se réveille un peu, elle dit, là, il va peut-être falloir interroger un peu les États-Unis pour voir un peu ce qu'ils ont fait. Mais tout de suite, on lui tape sur les doigts. Il dit, ah non, il ne faut pas aller là-bas, j'y vais pas. Et on lui dit, non, tu ne vas pas. Hein? On sort des décisions directes contre elle, pas de visa. En fait, ce qu'ils font habituellement, si comme, bon, aller en Amérique, si comme c'était important, vous savez, aujourd'hui, on est mieux en Côte d'Ivoire, au Ghana,